Yukio Mishima, 3 millions de yens, 1960. On la retrouve à 9 heures, dit Kenzo. Elle a dit 9 heures, rayon des jouets au rez-de-chaussée, répondit Kyoko. Mais il y a trop de bruit pour qu'on puisse parler. Et je lui ai proposé à la place le café du 3e étage. C'est une bonne idée. Le jeune mari et sa jeune femme levèrent les yeux vers la pagode qui coiffait l'immeuble du Nouveau Monde, qu'ils approchaient par l'arrière. La nuit était obscure et brumeuse, comme souvent en début de l'été, à la saison des pluies. Les lumières au néon peignaient en riches couleurs le ciel bas. La délicate pagode qui sans fin s'illuminait, s'éteignait, s'illuminait de néons aux teintes pastel, était en vérité très belle. Et particulièrement belle lorsque l'éclat des néons ayant disparu d'un seul coup, il se rallumait brusquement, si vite que l'image qui subsistait sur la rétine en était à peine effacée. Qui dominait Asuka, et depuis qu'on avait comblé l'étang des courges, c'était la pagode qui constituait la nuit le principal point de repère d'Asuka. Pour Kenzo et Kyoko, la pagode paraissait englober dans toute sa pureté quelques magnifiques rêves d'une vie inaccessible. Appuyés à la rampe du parking, ils restèrent quelque temps, l'esprit absent, à la regarder. Kenzo était en maillot de corps, portait un pantalon bon marché et des patins de bois. Il avait la peau claire mais une puissante ligne de torse et d'épaules et des poils noirs foisonnés aux aisselles sous l'épaisseur des muscles. Kyoko, en robe sans manches, avait toujours ses propres aisselles soigneusement rasées. Kenzo était très exigeant, et parce que le poil la blessait quand il commençait à repousser, se raser était presque devenu pour elle une obsession, et une rougeur légère marquait la blancheur de sa peau. Elle avait une petite figure ronde, avec de jolis traits comme une poupée de chiffon. Elle faisait penser à un grave petit animal qui ne sait pas sourire. C'était un visage auquel on faisait immédiatement confiance, mais où ne pouvait se lire aucune pensée. Elle portait au bras un grand sac rose en plastique et la chemise de sport bleu clair de Kenzo. Kenzo aimait avoir les mains libres. Son maquillage et sa coiffure sans apprêt révélaient la modestie de leur existence. Elle avait les yeux clairs et les autres hommes ne l'intéressaient pas. Ils traversèrent la rue Noire devant le parking et entrèrent au Nouveau Monde. Le grand marché du rez-de-chaussée débordant de superbes et brillantes marchandises bon marché aux 1000 couleurs entassées comme des montagnes, et dans le creux entre les montagnes, les vendeuses vous regardaient. Une fraîche lumière fluorescente inondait le spectacle. Derrière un bosquet de tours de Tokyo d'antimoine, en modèle réduit, une série de miroirs était décorée de vues de Tokyo, et lorsqu'ils les longèrent, l'amoncellement de cravates et de chemises qui leur faisaient face s'y reflétait par vagues. « Je ne pourrais pas vivre dans un endroit avec autant de miroirs, dit Kyoko. Je serais mal à l'aise. » Il n'y a pas de quoi être mal à l'aise. Malgré ses manières un peu rudes, Kenzo n'était pas sans comprendre ce que disait sa femme, et il ne répondait généralement pas à côté. Ils étaient arrivés au rayon des jouets. Elle sait comme tu aimes le rayon des jouets. C'est pourquoi elle avait dit de la retrouver ici. Kenzo se mit à rire. Il aimait les trains, les automobiles, les missiles. Il demandait toujours qu'on lui explique chaque modèle, que toujours il essayait, sans jamais acheter, ce qui embarrassait beaucoup Kyoko. Elle le prit par le bras pour l'écarter du comptoir. « C'est facile de voir que tu veux un garçon. Regarde les jouets que tu choisis. » Garçon ou fille, ça m'est égal, mais je le voudrais vite. Encore 2 ans, pas plus. Comme on a prévu sur le planning. Ils avaient divisé le compte d'épargne qu'ils fournissaient assidûment, en plusieurs parties. Plan X, plan Y, plan Z, et ainsi de suite. Les enfants devaient arriver conformément au plan. Même s'ils avaient beaucoup désiré un enfant tout de suite, il fallait attendre que suffisamment d'argent se soit accumulé au plan X. Conscients que pour de nombreuses raisons il n'était pas souhaitable d'acheter à crédit, ils attendaient que l'argent se soit accumulé au plan A, ou B, ou C, et payaient comptant une machine à laver ou un réfrigérateur ou une télévision. Le plan A et le plan B avaient déjà été exécutés. Le plan D n'exigeait pas beaucoup d'argent, mais comme il avait pour objet l'achat d'une armoire à vêtements qui ne figurait pas en première nécessité, on le reculait toujours. Ce qu'ils possédaient pouvait être accroché dans le placard, et tout ce qui leur était absolument nécessaire leur suffisait pour avoir chaud l'hiver. Ils étaient très prudents quand ils faisaient une acquisition importante. Ils se procuraient des catalogues pour examiner les diverses possibilités et demander l'avis de ceux qui avaient déjà acheté, et quand ils avaient finalement pris leur décision, ils allaient à Okashimachi acheter au prix de gros. Pour un enfant, c'était encore plus sérieux. Il fallait d'abord un moyen d'existence assuré et assez d'argent, plus qu'assez d'argent, pour garantir à l'enfant un milieu qui ne fasse pas honte à ses parents, et peut-être même qui puisse être maintenu jusqu'à l'âge adulte. Kenzo avait déjà mené une enquête approfondie auprès d'amis qui avaient des enfants, et il savait que les dépenses exigées par le lait en poudre pouvaient être considérées comme raisonnables. Leur propre projet ainsi minutieusement établi, tous deux n'avaient que mépris pour la maladresse et l'irresponsabilité des pauvres. On avait des enfants dans des conditions idéales pour les élever, comme on l'avait décidé, et les meilleurs jours attendaient, qui surviendraient après l'arrivée de l'enfant. Pourtant, ils avaient assez de bon sens pour ne pas rêver trop loin.
Ils gardaient les yeux fixés sur la lumière juste en avant d'eux. Rien ne mettait Kenzo plus en colère que ce dont les jeunes étaient convaincus, qu'aujourd'hui au Japon la vie était sans espoir. Il ne s'adonnait pas de profondes réflexions, mais il avait foi, presque religieusement, dans l'idée que l'homme qui respectait la nature et lui obéissait, pour peu qu'il se donne quelque peine, pouvait s'ouvrir un chemin. D'abord le respect de la nature, fondé sur l'affection conjugale, le plus grand antidote du désespoir était la foi qu'un homme et une femme avaient l'un pour l'autre. Heureusement, il était amoureux de Kyoko. Pour aborder l'avenir avec espoir, il n'avait donc qu'à suivre ce qu'exigeait la nature. Il arrivait de temps en temps qu'une autre femme fît un geste vers lui, mais il avait le sentiment de quelque chose qui n'était pas naturel dans la recherche du plaisir pour le plaisir. Il valait mieux écouter Kyoko se plaindre que les légumes et le poisson coûtaient des prix fous. Ils avaient fait tous les deux le tour du magasin et se trouvaient au rayon des jouets. Kenzo avait les yeux fixés sur le jouet juste devant lui, une base pour soucoupe volante. Sur la feuille de métal du support était peint le mécanisme, dont on voyait la complexité comme à travers une fenêtre. Un rayon tournant sortait de la tour de contrôle. La soucoupe volante, en plastique bleu foncé, fonctionnait selon le principe des toupies volantes. La base avait l'air suspendue dans l'espace parce que l'arrière-plan du support était couvert d'étoiles et de nuages. Et l'on reconnaissait au milieu des étoiles les familiers anneaux de Saturne. Les étincelantes étoiles de la nuit d'été étaient splendides. La surface peinte du métal était étonnamment fraîche. Et l'on se disait que tout le malaise de la soirée étouffante se dissiperait si l'on pouvait s'envoler dans ce ciel d'étoiles. Avant que Kyoko ait pu l'arrêter, Kenzo avait résolument appuyé sur un ressort à un angle de la base. La soucoupe s'éleva en tournoyant vers le plafond. La vendeuse eut un geste d'impuissance et poussa une petite exclamation. La soucoupe décrivit doucement une courbe sous la verrière en direction du comptoir des pâtisseries pour atterrir sur les biscuits 1 million de yens. « On a gagné !» Et Kenzo y courut. « Gagné quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gêné, Kyoko s'éloigna vite de la vendeuse pour le rejoindre. « Regarde où ça atterrit. C'est signe de chance, il n'y a pas de doute. » Les biscuits rectangulaires avaient la forme de billets de banque un peu grands. Et le dessin en creux dans la pâte est pareil à celui d'un billet de banque comprenait les mots 1 million de yens. Sur l'emballage de cellophane, le visage quelconque d'un commerçant chauve occupait l'espace habituellement rempli sur les billets de banque par l'image du prince Shotokan. Malgré les protestations de Kyoko, qui trouvait que 50 yens pour 3 biscuits c'était ridicule, Kenzo en acheta un paquet pour doubler la chance. Et il l'ouvrit aussitôt, donna un biscuit à Kyoko et en prit un. Le troisième fut glissé dans son sac. Quand ses fortes dents mordirent dans le biscuit, quelque chose d'amer et de sucré se répandit dans sa bouche. Kyoko grignota un tout petit bout du sien, si grand qu'elle pouvait à peine le tenir à pleine main. Kenzo rapporta la soucoupe volante au comptoir des jouets. La vendeuse, troublée, détourna la tête en le reprenant. Kyoko avait les seins ronds et haut placés, et bien que petite, une jolie silhouette. Quand elle marchait avec Kenzo, elle avait l'air de s'abriter à son ombre. Pour traverser les rues, il lui prenait solidement le bras, regardait à droite et à gauche, et l'aidait à traverser, heureux de sentir la peau ferme et fraîche. Kenzo aimait que sa femme, souple et solide et tout à fait capable de se débrouiller seule, lui soit constamment docile. Kyoko ne lisait jamais un journal, mais elle avait une connaissance stupéfiante de ce qui l'entourait. Quand elle prenait un peigne à la main, tournait une page de calendrier ou pliait un kimono d'été, elle avait l'air non pas d'accomplir une tâche ménagère, mais, toute vive et fraîche, de faire amitié avec ces choses qu'on appelle calendrier, peigne et kimono. Elle s'immergeait dans son univers d'objets comme dans un bain. « Il y a un parc d'attractions au 4e étage. On peut y attendre qu'il soit l'heure, » dit Kenzo. Kyoko le suivit en silence jusqu'à l'ascenseur, mais tira sur sa ceinture lorsqu'ils arrivèrent au 4e. « C'est de l'argent gâché. Tout a l'air bon marché, mais c'est combiné pour qu'on dépense toujours plus qu'on ne veut. Ne parle pas comme ça. C'est notre soir de chance. Et si tu te dis que c'est comme un film en exclusivité, ça n'aura pas l'air si cher. À quoi ça rime un film en exclusivité? On attend un peu et l'on voit pour moitié prix. » Son air sérieux avait quelque chose de très attachant. Le biscuit avait laissé une trace marron sur ses lèvres qui faisait la moue. « Essuie-toi la bouche, dit Kenzo. Tu es toute sale. » Kyoko se regarda dans la glace d'un proche pilier et enleva la tache avec l'ongle de son petit doigt. Elle avait encore à la main les 2/3 d'un biscuit. Ils étaient devant l'entrée de 20 000 lieues sous les mers. Des rochers déchiquetés montaient jusqu'au plafond, et le hublot d'un sous-marin qui reposait sur le sol servait de guichet pour acheter les billets. 40 yens pour les adultes, 20 pour les enfants. « Mais 40 yens, c'est trop cher, » dit Kyoko en abandonnant le miroir. « Les poissons en carton-pâte ne vont pas nous empêcher d'avoir faim, et pour 40 yens, on a 100 grammes de vrais poissons, et le meilleur. Hier, on nous a demandé 40 yens pour un bout de lieu noir. Bon, ne fais pas la pauvresse, tu manges 1 million de yens. »
En conclusion, Kenzo acheta les billets. Le biscuit est monté à la tête. Ce n'est pas si mauvais. Parfait quand on a faim. On mange, c'est tout. Sur une plateforme semblable à un quai de gare, étaient rangées le long d'une piste 5 ou 6 petites voitures juste assez grandes pour contenir 2 personnes. 2 ou 3 autres couples attendaient, mais eux deux montèrent effrontément dans une des voitures. À deux, on y était un peu serré, et Kenzo fut obligé de passer le bras autour des épaules de sa femme. Le mécanicien sifflait avec dédain. Le bras puissant de Kenzo, sur lequel avait séché la sueur, faisait un solide rempart aux épaules nues de Kyoko. La peau nue collait à la peau nue, comme des ailes d'insectes soigneusement repliées l'une à l'autre. La voiture s'ébranla. « J'ai peur !» dit Kyoko, qui n'en avait pas l'air le moins du monde. Les voitures, chacune à quelque distance des autres, plongèrent dans un sombre tunnel de pierre. Il y eut aussitôt une courbe brusque, et la réverbération fut assourdissante. Un gigantesque requin aux brillantes écailles vertes apparut et leur effleura presque la tête. Kyoko se recroquevilla. Elle se serra contre son jeune mari qui l'embrassa. Lorsque le requin eut disparu, la voiture s'enfonça de nouveau dans une courbe pleine d'obscurité. Mais les lèvres de Kenzo s'appuyèrent sans erreur sur les lèvres de Kyoko. Petit poisson poignardé dans le noir. Le petit poisson tressaillit et ne bougea plus. L'obscurité rendait Kyoko étrangement timide. Elle n'avait pour la soutenir que les secousses et les grincements. En glissant dans la profondeur du tunnel, au bras de son mari, elle se sentait nue et rougissait. L'épaisse obscurité impénétrable était si puissante qu'elle semblait rendre inutiles les vêtements. Elle se souvint d'un hangar obscur où elle avait joué en cachette dans son enfance. Comme une fleur qui bondit hors de l'ombre, un ray de lumière rouge les effleura, et Kyoko se remit à crier. C'était la large gueule ouverte d'un énorme poisson posé sur le fond de la mer. Alentour, le corail luttait contre le vert empoisonné des algues sombres. Kenzo posa la joue contre la joue de sa femme. Elle se serrait toujours contre lui, et ses doigts lui caressèrent les cheveux. Mouvement lent et appliqué. Elle comprit que le spectacle lui plaisait et qu'il aimait qu'elle ait peur. « Il y en a encore pour longtemps ? J'ai peur. » Mais sa voix se perdit dans les rugissements. Il se trouvait une fois de plus dans le noir. Effrayée, Kyoko ne manquait pourtant pas de courage. Serrée dans les bras de Kenzo, il n'y avait peur ni honte qu'elle ne pût supporter. Parce que l'espoir ne les avait jamais quittés, le bonheur était pour eux deux comme était cette tension. Une grosse pieuvre boueuse surgit devant eux. Kyoko cria encore une fois. Kenzo l'embrassa vite sur la nuque. Les grandes tentacules de la pieuvre envahirent la grotte, et de furieux éclairs jaillirent de ses yeux. Au détour suivant, un corps noyé flottait tristement, debout dans une forêt d'algues. Finalement, la lumière de la sortie commença à poindre. La voiture ralentit, et ils furent délivrés du désagréable tumulte. Sur le quai éclairé, l'employé en uniforme attendait pour saisir la poignée avant de la voiture. « C'est tout ?» demanda Kenzo. L'homme dit que c'était tout. En haussant les épaules, Kyoko grimpa sur le quai et murmura à l'oreille de Kenzo. « On se sent idiot d'avoir payé 40 yens pour ça. » À la sortie, ils comparèrent leurs pochettes. Il restait à Kyoko les 2/3 de ses biscuits et à Kenzo plus de la moitié. « Presque autant que lorsqu'on est entré, » dit Kenzo. « C'était si passionnant qu'on n'a pas eu le temps de manger. Si tu le prends comme ça, alors ce n'est pas si mal. » Kenzo regardait déjà l'enseigne lumineuse d'une autre porte. Des décors électriques dansaient autour des mots. Pays de la magie, et des lumières rouges et vertes s'allumèrent et s'éteignèrent dans les yeux d'un petit groupe de nains, dont les dominos brillaient de poussière d'or et d'argent. N'osant pas trop proposer tout de suite d'entrer, Kenzo s'appuya contre le mur pour grignoter son biscuit. « Tu te rappelles quand on a traversé le parking ? La lumière nous a dessiné nos ombres par terre, à 1 mètre l'une de l'autre, et j'ai eu une drôle d'idée. Je me suis dit que si tout d'un coup il y avait l'ombre d'un petit garçon, on le prendrait par la main. Et juste alors il y a une ombre qui s'est détachée de nous pour se mettre entre les nôtres. Pas possible. Alors je me suis retourné et il y avait quelqu'un derrière nous. 2 chauffeurs jouaient au ballon, et l'un d'eux avait lâché la balle et courait après. Un jour on ira pour de bon se promener tous les 3. Et on l'amènera ici. Kenzo montra l'enseigne. Il faudrait entrer d'abord pour regarder. Cette fois-ci, Kyoko ne dit rien quand il se dirigea vers le guichet. Peut-être parce que ce n'était pas le bon moment de la journée. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde au pays de la magie. L'allée de l'entrée était bordée d'éclatantes fleurs artificielles. Une boîte à musique jouait. Quand on construira notre maison, on aura une allée comme ça. Mais c'est de très mauvais goût, dit Kyoko. Ça ferait quelque impression d'avoir sa maison à soi. Il n'y avait pas encore de budget de construction dans leur projet à tous les deux, mais cela viendrait en son temps. Les choses dont ils rêvaient à peine feraient un jour leur apparition d'une façon si naturelle qu'elle était inimaginable. Si prudents d'habitude, ils laissaient ce soir-là courir leurs rêves, peut-être, comme disait Kyoko, parce que les biscuits du 1 000 000 de yens leur étaient montés à la tête.
De grands papillons mécaniques butinaient les fleurs artificielles. Certains étaient aussi grands que les infolios et portaient des taches noires et jaunes sur leurs transparentes ailes rouges. De minuscules ampoules allumaient et éteignaient leurs yeux exorbités. Dans la lumière qui venait d'en dessous, une douce atmosphère de soleil couchant dans la brume baignait l'herbe et les fleurs de plastique. Peut-être était-ce la poussière que dégageait le sol. La première pièce où ils arrivèrent en suivant la flèche fut la pièce en pente. Le plancher et tout l'ameublement étaient en pente, si bien que lorsqu'on entrait naturellement d'aplomb, la pièce avait quelque chose de désagréable et de dérangeant. Pas le genre de maison où j'aimerais vivre, dit Kenzo en s'accotant à une table sur laquelle il y avait des tulipes jaunes, en bois. Ses paroles avaient l'air d'un ordre. Il ne s'en rendait pas compte, mais sa manière de décider appartenait à ceux qui ont la chance d'avoir assez de bien-être et d'espoir pour refuser l'entrée à ceux du dehors. Il n'était pas étonnant qu'il y eût dans cet espoir quelque mépris pour l'espoir des autres, et que nul n'eût droit à toucher au bien-être. La silhouette résolue de Kenzo en maillot de corps, appuyé à la table en pente, fit sourire Kyoko. C'était un tableau très conjugal. Kenzo avait l'air du jeune homme indigné qui, en construisant une pièce annexe pendant ses week-ends, avait fait quelque part une erreur et se retrouvait avec le plancher et les fenêtres tout de travers. On peut quand même vivre dans un endroit comme ça, dit Kyoko. Elle ouvrit les bras comme une poupée mécanique, se pencha comme était penchée la pièce, et approcha le visage de la large épaule de Kenzo, au même angle que les tulipes de bois. Les sourcils sévèrement foncés, Kenzo sourit pourtant. Il embrassa la joue qui penchait vers lui tout en mordant brutalement dans le biscuit du million de yens. Quand ils finirent par échapper aux escaliers qui vacillaient, aux corridors qui tremblaient, aux ponts de rondins où surgissaient le long des balustrades des têtes de monstres, sans compter nombre d'autres curiosités, la chaleur les accablait. Kenzo acheva son propre biscuit, mordit dans ce qui restait de celui de sa femme, et se mit à la recherche d'un peu d'air frais dans le soir. Par-delà une rangée de chevaux mécaniques, une porte ouvrait sur un balcon. « Quelle heure est-il » demanda Kyoko. « 9h moins le quart. Allons nous rafraîchir un peu jusqu'à 9h. »« J'ai soif. » Les biscuits étaient très secs. Elle éventait sa blanche gorge en sueur avec la chemise de sport de Kenzo. « Tu auras quelque chose à boire dans une minute. » Sur le vaste balcon, le vent du soir était frais. Kenzo laissait échapper un immense bâillement en s'appuyant près de sa femme sur la balustrade. De jeunes bras nus caressèrent la fonte noire que mouillait la rosée nocturne. « Il fait bien plus frais que lorsque nous sommes arrivés. »« Ne dis pas de bêtises, » dit Kenzo. « On est plus haut, voilà tout. » Loin en dessous d'eux, la sombre machinerie du parc d'attractions avait l'air endormie. Les sièges vides du manège, un peu penchés, se couvraient de rosée. Entre les barreaux de fer du wagon panoramique, les fauteuils suspendus se balançaient doucement dans la brise. Par contraste, il y avait beaucoup de vie dans le restaurant. On voyait à vol d'oiseau tous les coins du vaste espace que contenaient les murs. Tout y était exposé comme sur une scène. Les toits des divers pavillons, les passagers, les étangs et les ruisseaux du jardin, les lanternes de pierre, l'intérieur des pièces japonaises, quelques-unes des servantes en kimono dont les manches étaient retenues par des cordons rouges, d'autres avec des geishas qui dansaient. Les franges des lanternes de chenaux étaient belles, comme aussi les lettres blanches des inscriptions. Le vent emportait au loin tous les bruits, et l'endroit avait une beauté presque mystique. Chaque détail comme saisi dans la glace au fond de la ténébreuse nuit d'été. Je parie que c'est très cher. Kyoko en revenait à ses soucis préférés. Bien sûr, il faudrait être idiot pour y aller. Je parie qu'ils disent que les concombres sont un plat très raffiné et qu'ils demandent un prix fantastique. Combien crois-tu ? Peut-être 200 yens. Kenzo reprit sa chemise et commença à la passer. En la lui boutonnant, Kyoko continua. Ils prennent les clients pour des imbéciles. C'est bien 10 fois ce que coûtent les concombres. On en a 3 très beaux pour 20 yens. Ah oui ? Ils deviennent bon marché ? Les prix ont commencé à baisser il y a presque une semaine. Il était 9h moins 5. Ils se mirent à chercher un escalier qui aboutisse au café du 3e étage. 2 des biscuits avaient disparu. L'autre était trop grand pour le grand sac à main de Kyoko. Il dépassait et empêchait de le fermer. La vieille dame qui n'avait pas de patience était arrivée de bonne heure et attendait. Les places d'où l'on pouvait le mieux voir le bruyant orchestre de jazz étaient toutes prises. Mais il y avait des chaises libres dans les endroits d'où l'on ne voyait pas l'orchestre à côté du palmier en pot probablement loué à quelques jardiniers. En kimono d'été, assise toute seule, la vieille dame n'avait pas du tout l'air à sa place. C'était une femme d'un certain âge, petite, avec le visage net et soigné des gens du peuple des basses terres. Elle parlait sec avec beaucoup de gestes, mais délicats. Elle était fière de s'entendre si bien avec des jeunes. « Vous m'invitez. Naturellement, alors j'ai commandé quelque chose de cher en vous attendant. » Et pendant qu'elle parlait, le grand verre plein de crème glacée et couronné de fruits fit son apparition. « C'est très généreux à vous. Il ne me fallait qu'un soda. »
Le petit doigt en l'air, la vieille dame enfonça la cuillère pour atteindre la glace par en dessous tout en continuant de parler clair et net. C'est très agréable qu'il y ait tant de bruit que personne ne peut nous entendre. Nous allons ce soir à Nakano. Je crois que je vous l'ai dit au téléphone. C'est une simple maison particulière, et le croiriez-vous, les clientes sont des femmes mariées qui étaient camarades de classe. À notre époque, les femmes riches sont au courant de tout. Et j'imagine bien qu'elles font semblant de n'y avoir jamais pensé. En tout cas, je leur ai parlé de vous, et elles ont décidé que c'est vous qu'il leur fallait et personne d'autre. Elles ne veulent pas quelqu'un que les années ont malmené, vous comprenez? Et j'avoue que je ne peux pas leur reprocher. Alors j'ai demandé un bon prix, et elles ont dit que ce n'était pas cher. Et que si elles étaient satisfaites, vous auriez un bon pourboire. Elles n'ont pas la moindre idée des tarifs courants, naturellement. Il faut vraiment faire de votre mieux. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si elles sont contentes, on se trouvera des quantités de riches clientes. Il n'y en a pas beaucoup qui aillent aussi bien ensemble que vous deux. Bien sûr, et je ne m'inquiète pas, mais ne faites rien qui me fasse rougir de vous. Enfin bref, la maîtresse de maison est la femme de quelqu'un d'important. Et elle va vous attendre au café en face de la gare de Nakano. Vous savez ce qui se passera ensuite. Elle fera prendre au taxi des quantités de petites rues pour qu'on ne s'y reconnaisse pas. Je ne crois pas qu'elle nous bande les yeux, mais elle nous introduira par la porte de service pour qu'on ne voie pas l'inscription sur le portail de la façade. Ça ne me plaira pas plus qu'à vous, mais après tout, elle est bien obligée de se protéger. N'y faites pas attention. Moi je ferai comme d'habitude. Je monterai la garde dans le hall, je raconterai n'importe quoi, ça m'est égal qui peut venir. Bon, il faudra partir, et permettez-moi de vous le répéter, il faut que vous soyez de premier ordre. Tard dans la nuit, Kyoko et Kenzo avaient quitté la vieille dame. Ils étaient de retour à Asajusa, encore plus épuisés que d'habitude. Kenzo traînait des socs de bois. Les enseignes du parc se détachaient en noir vénéneux sur le ciel de nuages. Ensemble, ils levèrent la tête vers le nouveau monde. La façade Odéon ne brillait plus. Quelle saleté de gens! Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi pourris et insolents, dit Kenzo. Les yeux fixés à terre, Kyoko ne répondit pas. Tu ne crois pas? As-tu jamais vu d'aussi odieuse vieille bonne femme? Non, mais qu'est-ce qu'on y peut? C'était bien payé. S'amuser avec de l'argent chipé à leur mari, ne deviens pas comme ça quand tu auras de l'argent. Grosse bête. Dans la nuit, le souriant visage de Kyoko était d'une blancheur aiguë. Une bande vraiment dégueulasse. Kenzo cracha longuement. Ça fait combien? Voilà. Kyoko mit tranquillement la main dans son sac et en retira les billets. 5000? On n'a encore jamais fait autant. Et la vieille dame a pris 3000. Bon Dieu, je voudrais déchirer ça. C'est ça que je voudrais. C'est ça qui me ferait plaisir. Kyoko, un peu consternée, reprit l'argent. Ses doigts rencontrèrent le dernier biscuit du million de yens. Déchire plutôt ça, dit-elle doucement. Kenzo prit le biscuit, froissa l'enveloppe de cellophane et la jeta par terre. Elle heurta le sol avec un bref claquement dans le silence de la rue déserte. Il lui fallut ses deux mains pour saisir le biscuit et essayer de le rompre. Mais il était spongieux, humide, et le glacis de sucre collait aux mains. Plus il le tordait, plus le biscuit résistait. Il n'est finalement pas arrivé à le casser. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner.